Bonsoir à toutes et à tous. On pense à la personne qui a attendu derrière la porte depuis le début de l'intervention de Tamia, qu'on espère arrivera. On est absolument ravis de vous avoir parmi nous pour la, j'oublie toujours, 6e ou 7e fois? 6e fois. On a eu l'opportunité de discuter de pléthore de sujets, d'alimentation, de génétique, de réflexion sur l'eau, avec toujours des personnalités, de la société française et qui par ailleurs acceptent ou s'intéressent aussi à des questions juives. On est toujours très touchés de vous voir en nombre et de vous voir aussi renouveler des personnalités diverses et on espère qu'on aura l'occasion de discuter avec les uns et les autres après cette manne, parce que c'est comme ça que nous avons eu l'opportunité de faire connaissance avec Lauriane qui était d'abord de ce côté-là de la salle et puis qui on a la chance d'avoir aujourd'hui parmi nous. Lauriane Mouissé est chercheuse, vous avez compris, on n'a pas donné beaucoup d'informations sur elle, mais je vais essayer d'en donner un tout petit peu plus maintenant. Elle est chercheuse au CIRED, elle est docteure en économie écologique, elle est normalienne, elle a fait sa recherche au Muséum national, national de l'histoire naturelle, à l'université de Cambridge. Elle travaille aujourd'hui au CIRED. C'est aussi intéressée aux questions juives à un moment dans sa carrière. Elle a écrit un petit papier sur ces questions. Je ne sais pas si on va en discuter aujourd'hui, mais si. Elle a publié multiples articles scientifiques, un livre qui s'appelle « Repenser le défi de la biodiversité », un beau livre sur la forêt amazonienne, plein de recommandations que nous vous faisons. Et ce petit livre aujourd'hui nous a servi aussi de titre un peu pour la journée. Donc les choses dont nous allons, enfin le titre de cette rencontre, c'est « Repenser le défi de la biodiversité ». Et à laquelle on a ajouté comment éviter le déluge. Donc vous avez compris la référence biblique. Nous allons, comme d'habitude, discuter avec Lauriane un peu de ses recherches, de ses travaux sur des questions comme les socio-écosystèmes ou les tipping points qu'elle a dû nous expliquer à tous les deux à plusieurs reprises, mais elle va le faire à nouveau et derrière nous discuterons avec Tamara qui fera des parallèles entre les textes juifs et cette réflexion scientifique que Lauriane nous promet est possible de mettre à l'image de tout type de faire des parallèles avec tout type de réflexion. On attend de voir. Donc merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation et à toi de nous expliquer comment peut-on repenser les défis de la biodiversité pour éviter le déluge. Oui, merci Adam pour ce projet et cette présentation exhaustive. Donc effectivement, je suis chercheuse au CNRS. Et mes travaux de recherche s'articulent entre 3 disciplines en fait, entre l'écologie, l'économie et l'éthique environnementale. Et donc, voilà, je voudrais vous présenter un tout petit peu, très rapidement, ce sur quoi je travaille. Je travaille sur la crise de la biodiversité. Et ce qui nous permettra après de faire un petit lien avec Tamara. Donc, le début en fait de mes recherches, ça part d'un concept, du concept de tipping point. Donc le concept de tipping point, c'est un mot anglais pour dire juste point de basculement. C'est un concept qui vient de la théorie des systèmes à la base et c'est un concept technique en fait, un concept mathématique en quelque sorte. En gros, c'est un concept qui va caractériser la dynamique ou l'état d'un système. En fait, un système, il est dans un état, alors il peut être dans un seul état ou dans un état qui bouge. Par exemple, il alterne entre l'état A, l'état B, l'état A, l'état B, l'état A. Bon. Puis à un moment donné, il se passe quelque chose. Et le système, il déraille, il part quelque part. Il change de trajectoire, il va aller sur l'état C, l'état D, bon, peu importe. Et en fait, le passage de l'état initial à un autre état,
ça se fait par un tipping point, par un point de bascule, on passe d'un état à un autre état. Ce concept, en fait, très théorique, là, que je vous ai présenté de manière très théorique, de tipping point, c'est un concept qui est très très important parce qu'il irrigue toute l'écologie scientifique. L'écologie scientifique, c'est des scientifiques qui étudient le fonctionnement des écosystèmes. Et en fait, pour comprendre le fonctionnement des écosystèmes, les dynamiques proies-prédateurs, les réseaux trophiques, donc les réseaux, les chaînes alimentaires, je sais pas moi, la dynamique des pollinisateurs, enfin peu importe, tous ces scientifiques, tous ces écologues, ils utilisent ce concept de point de basculement, de tipping point, parce que c'est ça qui va structurer toute la pensée d'écologie scientifique. Donc typiquement, ce que vont faire les scientifiques, c'est s'intéresser par exemple à une population de loups dans les Alpes, dans les Pyrénées, peu importe, et il y a une population qui est là, et les scientifiques ils vont essayer d'étudier la dynamique de la population de loups qui est dans ces Pyrénées, et ils vont essayer de trouver le tipping point de cette population de loups. Et en gros, le tipping point, c'est quoi? C'est le nombre d'adultes reproducteurs qu'il faut maintenir dans la population pour pas que la population s'effondre. Donc, pourquoi elle s'effondrerait à partir d'un certain nombre d'adultes reproducteurs? Parce que, au-delà d'un certain nombre, en deçà d'un certain nombre d'adultes reproducteurs, eh bien, il va y avoir de la consanguinité, de la dérive génétique, des maladies qui vont apparaître, et bon, voilà, la population va décliner. Ça, c'est le truc classique des écologues, c'est en fait regarder les écosystèmes, essayer d'identifier des points de bascule qui font que le système, il est là, les loups sont présents, la population est présente, ou la population s'effondre, l'écosystème s'effondre. Voilà. Donc ça, c'est un concept qui est très important en écologie, qui est très important en particulier quand on s'intéresse à la crise écologique. Et moi, ce qui m'a intéressé, en fait, c'est que ce concept, évidemment, il n'est pas du tout présent dans la logique économique. Parce que la logique économique, c'est pas du tout basé sur un concept de tipping point, c'est basé sur un autre concept qui est le concept de la maximisation, de l'optimisation. On veut optimiser la production, on veut optimiser la consommation, on veut maximiser le PIB, on veut maximiser la croissance, enfin, on veut maximiser quoi. Et donc, ces deux concepts qui ne sont pas du tout les mêmes. Et le problème, c'est que quand on a eu la crise écologique qui est venue percuter la logique économique, en fait, il a fallu qu'on se demande, concrètement, comment on pouvait articuler le concept de tipping point qui structure toute la pensée écologique avec le concept de maximisation qui structure toute la pensée économique. Et donc, mes premières recherches, en tout cas les 10 premières années, ça s'est porté sur ça. Comment articuler la notion de tipping point avec la notion de maximisation économique, comment arriver à mettre un petit peu les deux en même temps. Et donc pour ça, il y a plein de choses qui ont été faites, et notamment il y a le concept de socio-écosystème. Le concept de socio-écosystème, c'est, donc comment on définit un socio-écosystème? C'est un système qui intègre la société avec son environnement, avec l'écosystème. Donc c'est le système complexe qui est formé par la société et par les écosystèmes autour. Et en fait, l'idée c'est de non plus appliquer la notion de tipping point aux écosystèmes, mais d'appliquer la notion de tipping point aux socio-écosystèmes. Et ça fait quoi? Ça fait qu'en fait, on va intégrer dans la réflexion économique des tipping points. Donc la réflexion économique va être effectivement la maximisation du PIB, par exemple, si on ne veut pas remettre ça en cause, on peut garder ça. Mais ça ne va pas être une maximisation du PIB n'importe comment. Ça va être une maximisation du PIB sous contrainte de tipping point, sous contrainte de respecter le fait de ne pas basculer, de ne pas amener le système, le socio-écosystème, vers des états qui seraient des états d'effondrement. Donc voilà, il y a plein de travaux qui sont faits en économie écologique, donc à la frontière entre la pensée écologique structurée par ces tipping points et la pensée économique structurée par la maximisation. Donc je vous passe les détails, la technique, parce que c'est pas hyper intéressant, et je voudrais juste revenir sur cette idée de tipping point, parce que c'est ça qui m'intéresse ici, parce que ces tipping points, ils sont hyper importants, en fait, ils vont être hyper importants. Pourquoi? Parce qu'en fait, qu'est-ce qui va se passer dans ce nouveau cadre de pensée? Eh bien, dès qu'on va envisager une décision économique, politique, voilà, et qu'on la pense en fait, dans ce cadre de pensée, on va regarder si les conséquences de cette décision, elles amènent le système dans un état d'effondrement, donc c'est-à-dire elle amène le système à violer un ou plusieurs tipping points. Et si c'est le cas, la décision est exclue de l'ensemble des possibles. Et donc vous voyez bien que en fait, ces tipping points ils sont hyper déterminants, parce qu'en fait, il suffit juste qu'il y ait un tipping point qui ne marche pas pour que la décision qui soit envisagée, elle soit exclue de l'ensemble des possibles. Donc c'est hyper déterminant de comprendre en fait comment on détermine qui choisit en fait globalement ces tipping points.
c'est hyper important parce qu'en fait, maintenant, ça commence à structurer vachement la pensée, les décisions, etc., publiques, hein, je veux dire, on y reviendra après. Et donc, comprendre, en fait, qui imagine, qui conçoit ces tipping points, c'est hyper important parce qu'en fait, ces gens-là, ils ont un énorme impact sur les décisions qui sont prises aujourd'hui face à la crise écologique. Alors, qui décide, qui établit ces tipping points? Il y a eu pas mal de travaux scientifiques qui sont sortis. Peut-être que vous en connaissez certains. On parle souvent du cadre des limites planétaires. Donc, c'est des gens qui travaillent. À la base, ça vient de gens qui travaillent en Suède qui ont établi une liste en fait de tipping points pour la planète. Donc, il y a une limite sur la couche d'ozone, une limite sur les espèces invasives, une limite sur la quantité de CO2 dans l'atmosphère. Enfin voilà, un listing. Ils ont établi un ensemble de critères. Il y en a 14, je crois, ou 15 critères, disons, et qui sont 15 tipping points. Il faut respecter ces tipping points, sinon la Terre va s'effondrer. Ça, c'est des premiers travaux qui ont été très connus. Puis après, ça a été complété par d'autres travaux qui ont été menés par des Anglais et qui ont rajouté à ces tipping points biophysiques, qui ont rajouté des tipping points socio-économiques. Ils ont dit, OK, c'est très bien la couche d'ozone, l'acidification des océans, mais nous, ce qu'on veut, c'est aussi éviter un effondrement, je sais pas, de l'éducation, un effondrement une explosion des inégalités, voilà, ce genre de choses. Et donc, ils ont rajouté une douzaine de critères, de tipping points socio-économiques. Donc on se retrouve avec un ensemble de contraintes, de limites, ce qu'on appelle les limites planétaires, qui sont à la fois des limites biophysiques et des limites socio-économiques. Voilà. Alors, dit comme ça paraît hyper théorique, c'est à échelle mondiale, mais en fait, il faut avoir en tête que c'est une heuristique qui est très puissante aujourd'hui dans la décision publique. Par exemple, la ville d'Amsterdam utilise ça pour définir toute sa politique, quoi. Donc ça commence à avoir vachement d'impact au niveau européen. C'est vrai que c'est quelque chose qui est plutôt européen, mais voilà, ça commence à avoir vachement d'impact. Et voilà, donc c'est assez intéressant. Alors, ce qu'on peut peut-être se demander là, c'est du coup, sachant que maintenant on a toute l'heuristique, toute la technique, toutes les limites, pourquoi on n'avance pas tant que ça face à la crise écologique ? Il y a des gens qui vont répondre qu'on n'avance pas tant que ça parce que voilà, on n'a pas encore assez avancé au niveau scientifique. On commence à peine, enfin ce cadre de pensée il a 15 ans disons, donc on commence à peine à le mettre en place. Et donc voilà, il faut peut-être encore le perfectionner pour pouvoir continuer à avancer et pour pouvoir trouver une solution face à la crise écologique. Alors ça c'est un peu vrai. C'était surtout vrai dans les années 80, on avait une connaissance partielle du fonctionnement des socio-écosystèmes, mais aujourd'hui c'est beaucoup moins vrai. Franchement, ça a vachement progressé, on connaît vachement bien, on connaît plein de choses sur la dynamique des systèmes, etc. Et donc, voilà, donc pourquoi, malgré tout, on n'avance pas tant que ça à mon avis, c'est parce que, en fait, et là on rejoint du coup mes travaux plus récents sur l'éthique environnementale, à mon avis, il y a un problème de posture avec ces tipping points. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, et je viens de vous l'expliquer, on pense que les tipping points, c'est quelque chose qui doit être créé et fourni par des scientifiques. Et en fait, je pense que c'est une erreur. C'est-à-dire qu'en fait, les scientifiques ne peuvent pas fournir ce que l'on doit faire de la planète, ce que l'on doit faire de socio-écosystèmes. Les scientifiques, ils ne doivent pas dire si oui ou non on va préserver l'ours dans les Pyrénées. Les scientifiques, ils peuvent dire, OK, si vous voulez préserver l'ours, alors il faut maintenir 27 adultes reproducteurs. Je dis n'importe quoi. Hein. Voilà. Les scientifiques, ils peuvent juste dire, si vous me donnez un objectif, si vous me donnez un projet, alors je peux vous donner le seuil qu'il faut respecter, sans quoi le système va effectivement s'effondrer. Mais le scientifique, il ne peut pas dire si oui ou non, il faut préserver l'ours. Le scientifique, il ne peut pas se prononcer sur le projet commun. Et en fait, c'est ça qui manque aujourd'hui quand on réfléchit à la crise écologique. En fait, on a tout l'appareil, franchement, technique. On a cette heuristique assez forte sur les limites planétaires, etc., qui commence à être vachement... bon, voilà, il y a plein de trucs techniques. Enfin, on peut vraiment en faire pas mal de choses. Par contre, ce qui manque, c'est effectivement une réflexion sur quels vont être ces tipping points. Et quels vont être ces tipping points, ce n'est pas du tout une question scientifique, c'est une question de valeur, c'est une question de quel est le projet que l'on veut pour la Terre, quel est le projet que l'on veut pour le socio-écosystème mondial. Et ça, c'est une question qui est vraiment ouverte parce qu'en fait, ce n'est pas évident qu'on soit tous d'accord. Est-ce qu'on veut maintenir les conditions de vie de l'être humain ? Est-ce qu'on veut maintenir la planète telle qu'elle est aujourd'hui ? Est-ce qu'on veut restaurer la planète telle qu'elle était il y a 10 ans, il y a 50 ans, au moment de
la révolution industrielle. Enfin, il y a un vrai débat à avoir sur l'objectif que l'on veut se fixer. Et une fois que l'on aura fixé cet objectif, effectivement, la connaissance scientifique, qui n'est pas parfaite, mais qui a quand même vachement progressé, cette connaissance scientifique, elle va nous permettre d'établir une liste de tipping points que l'on doit respecter si effectivement on veut éviter que le système bascule vers un état d'effondrement. Et ça, c'est très important, en fait, cette revalorisation des valeurs, en fait, du débat sur les valeurs que l'on doit avoir sur la crise écologique. C'est très important pour deux raisons. La première, c'est que aujourd'hui, il n'a pas lieu, et donc ça veut dire que les valeurs, elles sont quand même là, sauf qu'en fait, ce que l'on a, c'est les valeurs des scientifiques qui proposent ces tipping points. Donc en fait, ces valeurs, on est juste drivé par les valeurs de ces scientifiques-là, à savoir des Européens très éduqués, plutôt des pays scandinaves. Voilà. Et donc, leur idée, elle est peut-être bien, mais je veux dire, globalement, on n'est pas sûr que ça fasse consensus au niveau mondial. Donc c'est important d'expliciter ce débat pour pouvoir effectivement avoir un vrai projet commun qui ne soit pas juste dépendant d'un certain groupe sociologique au niveau de la population mondiale. Et le deuxième point, c'est que... il y a 3 points en fait. Le deuxième point, c'est que en explicitant ce débat sur les valeurs, moi je pense que... Enfin moi je fais un pari, ça j'en sais rien, mais je fais un pari, c'est qu'on pourrait comprendre que la crise écologique, c'est aussi un moyen de faire consensus entre les gens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on parle de la crise écologique, ça crée des conflits, quoi. Enfin, globalement, ça crée du stress, de l'anxiété, on a l'impression qu'on ne va jamais y arriver, etc. Et en fait, si on essaye de réfléchir à des valeurs communes, à un projet commun, avant de réfléchir à des conflits ou à des choses, des détails sur lesquels on n'est pas d'accord, eh bien, si on change de perspective sur la crise écologique, qu'on essaye effectivement de réfléchir à ce projet commun, est-ce qu'on veut maintenir l'espèce humaine, est-ce qu'on veut restaurer l'état de la planète comme c'était il y a 10 ans, eh bien, si on change cette perspective et qu'on voit la crise écologique comme une opportunité d'avoir un consensus entre les gens, ça me permet peut-être de sortir de certaines situations un petit peu anxiogènes et conflictuelles sur le débat, et je pense que c'est assez intéressant pour avancer en fait sur la résolution de la crise écologique. Et le troisième point, c'était qu'effectivement, de remettre vraiment au cœur des discussions publiques le débat sur les valeurs, ça permet aussi de montrer qu'il y a une vraie responsabilisation et responsabilité de la société civile, et que ce n'est pas juste un point scientifique, et ce n'est pas que de la responsabilité, d'ailleurs ce n'est pas du tout la responsabilité des scientifiques, c'est vraiment une responsabilité commune que l'on a en tant que citoyens qui font partie du socio-écosystème. Et donc je conclus, pour répondre à la question « Comment éviter le déluge ?» c'était ça. Eh bien, je pense que pour éviter le déluge, il faut arrêter de penser que le déluge c'est une question scientifique, mais bien comprendre que le déluge c'est une question morale. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Tu as introduit de manière assez impressionnante une des plus grandes problématiques de l'humanité. C'est bien d'y répondre. Moi, je t'ai posé une question et tu réponds. C'est pas mal. Peut-être une chose dont tu n'as pas parlé au moment où tu présentais ces tipping points, c'est l'état où est-ce qu'on se situe vis-à-vis de ces tipping points. Donc tu parlais des limites planétaires, des 9 limites planétaires ou des cas de la 15 listes de Rockström et autres, mais tu n'as pas dit où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Je pense que ça explicite pas mal. Oui, alors globalement on est... Alors, si on prend la liste qui est fournie officiellement dont tu parles, Adam, effectivement, sur les 15, je crois qu'il y en a 9 qui sont déjà outrepassés. Donc, parce qu'en fait, une limite planétaire, c'est quoi? C'est 2 trucs, c'est un indicateur et un seuil. Donc on mesure quelque chose, et puis après, on dit qu'il faut que ce quelque chose ne soit pas au-delà d'un seuil. Et donc, sur les 15, il y en a 9, je crois, qui sont déjà outrepassés. Mais c'est vrai que je ne l'ai pas dit, parce que... En fait, moi, je ne crois pas qu'il faille prendre pour argent comptant cette liste qui est fournie par ces gens-là. C'est des gens brillants et tout, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, ils ont encapsulé leurs valeurs personnelles dans l'établissement de ces contraintes. Et typiquement, ils ont franchement très peu de considération pour les inégalités nord-sud. Donc en fait, ils ont défini que la durabilité du socio-écosystème mondial, donc la durabilité de la Terre, c'était en fonction de certaines choses,
mais dont il se moque vraiment grandement des inégalités nord-sud. Et ça, je trouve que par exemple, ça peut être problématique. Enfin, il y en a plein d'autres de critiques. Et du coup, je trouve que se demander si oui ou non on a outrepassé ces limites, c'est finalement considérer que ces limites, c'est ces limites qu'il faut prendre en compte. Alors, moi, je pense pas. Moi, je pense que ces limites, c'était un exemple. Voilà, on a déroulé une méthodologie, on a montré comment on peut la mettre en place. Maintenant, il faut qu'on réfléchisse en tant que société, démocratiquement, à l'établissement en fait de ces contraintes, évidemment éclairées par la connaissance scientifique, hein. Mais voilà, et c'est une fois qu'on aura ces limites-là qu'il faudra se demander si oui ou non on les a outrepassées. Toujours sur ces limites, mais cette fois-ci pas planétaires mais sociales. Donc, tu m'as envoyé de la documentation. C'est un article qui date d'il y a 10 ans déjà, mais 10 ans, il disait sur les limites sociales, on a quand même 900 millions de personnes qui font face à la famine, 1,4 milliard de personnes gagnent moins de 1,25 $ par jour, 2,7 milliards n'ont pas accès à des espaces pour faire manger qui sont suffisamment propres, etc. Donc visiblement, ces limites, qu'elles soient planétaires, physiques, elles sont dépassées, et sur le côté social, on n'y arrive pas non plus. Donc toi, tu nous proposes une discussion sur les valeurs, mais j'ai l'impression que à discuter, mais j'ai l'impression qu'on est juste au temps zéro de la compréhension des problématiques et de la situation physique de la planète et de la situation sociale de la population mondiale. Et toi, tu dis, en fait, oui, bon, certes, mais en fait, c'est surtout sur les valeurs minimales et maximales qu'il faut, enfin, sur les valeurs qu'on doit se mettre d'accord. Moi, j'ai l'impression qu'on n'est pas... que c'est, toi, c'est l'étape 10 de la société, alors que j'ai l'impression qu'on est qu'à l'étape 0 ou l'étape 1, où on est en train juste de se rendre compte de ces problématiques. Tu avais l'impression alors, je ne suis pas sûre d'avoir bien compris ton point, mais si ton point, c'est de dire qu'effectivement, il y a beaucoup d'inégalités, ou de pauvreté, ou je ne sais pas, les exemples que tu as... ça fait quand même un petit moment que c'est caractérisé, c'est quantifié, il y a plein de choses. Et on connaît très bien les processus socio-économiques qui entraînent une augmentation des inégalités. Ça, franchement, c'est travaux économistes des années 70, quoi. Donc, le fonctionnement du système, on sait que si on fait ça, ça va augmenter les inégalités. Si on fait ça, ça va les réduire. La question, c'est qu'est-ce qu'on veut faire? Mais je ne suis pas sûre d'avoir bien saisi la critique. C'est pas une critique, c'est une question de est-ce qu'on peut déjà discuter sur les valeurs quand on n'a pas nécessairement compris, tu vois, par exemple. Mais moi je pense qu'on a compris. Moi je pense qu'on sait très bien que si on fait ça, ça augmente les inégalités. Et si on fait A, ça augmente les inégalités. Si on fait B, ça les réduit. Pardon. Je pense que quand on dit on a compris, peut-être la science a compris, mais la population n'a pas compris. C'est plutôt ça, oui. C'est plutôt ça que je voulais dire. Oui, c'est pour ça que, donc là je ne vais pas plus trop développer, mais c'est vrai que moi du coup dans mes travaux en éthique, je plaide une forme, en fait une proposition qui est très empiriquement située, c'est-à-dire qui est très qui est très proche de la société, typiquement les conventions comme la convention qu'il y a eu pour le climat, il y a plein de choses à faire, on peut vraiment communiquer auprès du grand public, mais moi je pense que par contre il faut vraiment impliquer la société civile 100%, quoi. C'est-à-dire que ça ne marchera plus du tout, l'approche hyper paternaliste, en plus une approche paternaliste scientifique, vraiment je pense que c'est vraiment pas du tout ce qu'il faut faire, au contraire. Et je pense que vraiment, on peut communiquer, il y a plein de manières de faire, la Convention citoyenne, c'est typiquement un bon exemple. Alors après, c'est vrai que ça n'a pas été suivi de fait de la part du gouvernement, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de propositions qui ont émané et les expériences, les retours d'expérience qu'il y a eu, les gens qui ont participé à ce type de convention citoyenne, ils ont dit qu'ils ont parfaitement compris la connaissance scientifique qui leur a été fournie, qu'ils ont du coup tous finalement adhéré au fait qu'effectivement c'est dramatique ce qui se passe pour le climat, et après ils ont réfléchi en fonction typiquement de leurs valeurs. Alors c'était pas exprimé comme ça, mais ça revient à ça, ils ont exprimé un projet commun qu'ils ont traduit sous forme de recommandations politiques. Donc il me semble que ça peut vraiment avoir lieu, qu'il y a plein de gens aujourd'hui qui sont intéressés. Quand on regarde les sondages, on voit qu'il y a je crois que c'est plus de 67% de gens qui se disent vraiment intéressés et concernés par ce type d'enjeu. Et quand on prend les jeunes, c'est explosif, quoi. Donc je crois vraiment que
Enfin, moi, j'y crois. Question plus personnelle, et après on va donner la place aux questions de la salle. Mais dans un des documents que tu envoies, on parle de la commission Stiglitz-Sen-Fitoussi de 2009 sur la mesure de la performance économique et du progrès social, qui dit la phrase suivante sur le PIB. Donc l'outil de mesure de croissance économique et le PIB, il dit « Those attempting to guide the economy and our societies are like a pilot trying to steer without a reliable compass. » La citation est plus longue, donc c'est comme si on était des pilotes sans un compas et que du coup le PIB est vraiment pas du tout un compas ne nous permet pas de montrer la direction vis-à-vis de ces problèmes que tu soulèves. Comment, en tant que scientifique, on se lève et on s'endort quand il se passe 20 ans entre des vérités scientifiques que l'on dit avec des mots forts et la situation politique que derrière on voit suivre ou surtout pas suivre ces recommandations? Alors, je pense que là, il y a un amalgame entre... Enfin, ça, c'est une question... Enfin, c'est mon point de vue personnel, hein, du coup. Moi, je distingue vraiment ma posture en tant que scientifique et ma posture en tant que citoyenne. Et donc, si ta question, c'est sur ma posture scientifique, je me lève le matin pour essayer de comprendre quelque chose. Voilà, ça dépend de mon projet de recherche, mais... Et je suis contente à la fin de la journée si j'ai compris quelque chose et que j'ai produit un article, enfin, j'en sais rien, quelque chose qui soit... Qu'après, la société s'en empare ou s'en empare pas. En tant que scientifique, c'est pas mon problème. Mon problème, c'est vraiment de produire de la connaissance qui soit compréhensible par qui veut la lire, quoi. Voilà. En tant que scientifique. Voilà. On n'a pas entendu la deuxième partie de la réponse, du coup. Et donc, effectivement, en tant que citoyenne, ça peut être un peu plus gênant, mais il faut faire quand même très attention en tant que... pour garder une crédibilité scientifique, surtout sur des sujets comme ça, il faut faire attention de ne pas mettre une dynamique militante dans le travail scientifique. Vraiment, il faut quand même garder une forme d'objectivité. Alors, j'entends bien qu'effectivement, on choisit ce type de sujet parce que précisément, on est sensible, etc., en tant que citoyen, mais c'est quand même très important de rester assez agnostique vis-à-vis de ça, quoi. Donc je cite le professeur Pierre-Henri Gouillon qui a écrit le préface de ton livre, qui est professeur au Muséum national d'histoire naturelle, à AgroParisTech, à Sciences Po et à Normal Sup. Et il dit on accommode l'arche de Noé, donc et peut-être ça sera aussi une bonne transition avec la suite, on accommode l'arche de Noé à la sauce technologique du XXIe siècle. Vision scientifique erronée, fixiste, fondée sur une perception de la nature comme un système simple et stable, créé en quelque sorte une fois pour toutes, et auquel on applique des technologies futuristes. On se trouve là encore dans une situation où des convictions idéologiques alliées à la fois dans le progrès technique conduisent à ne plus se préoccuper de la validité des éléments de base. La connaissance scientifique des principes même de la biodiversité est ignorée au profit des rêves technologiques. Est-ce que c'est de la science ou son avis personnel? Non, Pierre-Henri Gouillon, donc je ne sais pas si tu le connais, il est très militant. Okay, c'est un très grand professeur, hein, je ne sais pas s'il n'a pas la médaille d'argent du CNRS, c'est quelqu'un de très brillant, mais il est très connu aussi pour plein de postures militantes, notamment sur les OGM. Il porte beaucoup un message. Après, on n'a pas le même âge, maintenant il a, je sais pas, 65 ans. Ouais. Il peut se permettre plus de positions, c'est pas... Moi, si je fais ça, en tant que femme, à 35 ans, on va me tomber dessus, quoi. Voilà. C'est une bonne réponse, mais j'ai trouvé intéressant. Merci beaucoup. Si vous avez des questions dans la salle... On en prend 2-3 et après on va poursuivre sur la partie. J'avais une question sur ta vision des accords de Paris, parce que justement j'ai l'impression que dans le cadre de la COP, les politiques s'emparent des résultats scientifiques pour donner un cap, donc avec leurs valeurs, avec les valeurs sur lesquelles ils ont été élus globalement. Et donc là on prend un cap et pourtant c'est pas non plus suivi des faits. Je ne comprends pas ce paradoxe. Pourquoi, quand ils font une annonce publique, après, ils ne font pas ce qu'ils ont dit? Un peu ça, mais si tu veux, c'est l'idée de dire, là, on a bien fait l'état de l'art de la science, ouais. On y a mis nos valeurs, hein. On a fixé un cap qui est, en l'occurrence, ne pas dépasser 1,5 degré, et on ne met pas en route la société
tout cas pas avec assez de détermination pour respecter ça. Je ne sais pas si c'est peut-être pas exactement le cadre de tes recherches. Mais ouais, c'est pas exactement le cadre de mes recherches parce qu'en fait c'est plus du coup un blocage, je ne sais pas là précisément, mais j'imagine que ça relève plus de problèmes, soit de blocage institutionnel, soit de rapport de force. C'est plus la socio qui va étudier ça, ou des gens qui travaillent sur les institutions, qui vont travailler sur les lobbies, enfin c'est des choses comme ça en fait on détricote, en fait on se met d'accord, on fait quelque chose de bien et après bim on détricote tout quoi. Ça c'est... Oui, voilà. Mais c'est pas parce que... Enfin oui, moi je me place pas exactement au niveau de ce cadre-là en fait. Je me place plus en amont pour voir comment on peut faire pour mettre en place quelque chose en fait. Voilà. Mais oui, après ça c'est problématique. Après moi, par exemple, le fait que d'impliquer davantage la société civile, moi je pense que c'est un levier qui pourrait... Enfin, si on forme plus la société civile, on peut avoir l'espoir qu'on ait un plus grand contre-pouvoir quand il y a des gens comme ça qui détricotent comme si de rien n'était, quoi. Donc l'idée d'impliquer davantage la société civile, voilà, on peut avoir l'espoir que le contre-pouvoir sera plus efficace, quoi. Voilà. Quels seraient les bons formats pour impliquer la société civile? Parce qu'on a parlé de la Convention citoyenne, c'était 150 citoyens. Ouais, je sais. Il faut qu'ils puissent ensuite avoir une acceptabilité sociale, pour que les décisions qui sont prises au sein de ces enceintes soient acceptées par tous. Donc il y a une question d'acceptabilité. Donc comment est-ce qu'on pourrait impliquer tout le monde dans cette prise de décision et cette fabrique du consensus? Oui, alors tout le monde, je ne sais pas si c'est tout le monde, tu vois, en fait il faudrait voir dans quelle mesure on ne peut pas avoir un truc qui est représentatif quand même. Bon. Alors la difficulté qu'il y a, et je t'avoue que je n'ai pas non plus la solution à ta question, hein, la difficulté qu'il y a là dans le cadre du climat, et que j'ai cité moi-même, donc voilà, je me suis piégée toute seule, c'est que c'est quand même à assez large échelle, quoi. Et en fait c'est plus facile d'imaginer comme ça cette participation à une échelle plus locale, donc pour tout ce qui va être la gestion de territoires, de communes, de choses comme ça. Et je pense qu'il faut commencer par ça, en fait. C'est comme ça c'est plus facile, les gens sont plus impliqués, on connaît mieux le territoire, enfin, c'est plus facile à mettre en place et voir après comment on peut monter un petit peu en généricité. Et donc j'aurais tendance à dire que je ne sais pas comment faire exactement, enfin moi je ne fais pas de la Sciences Po, quoi, mais je pense qu'il faudrait quand même partir de cas plus concrets et plus circonscrits géographiquement. Ce sera plus facile de tester des choses pour après essayer de remonter en généricité. Ce qui est paradoxal par rapport au fait que le cadre de base, c'est un cadre planétaire en fait. Mais bon, voilà. Peut-être tu peux dire un mot sur ce que justement c'est ça que tu développes dans le TED, non? Enfin, avec un cas précis. C'est une expérience de pensée, ouais, c'est pas un cas historique, mais ouais, c'est ça. Et du coup, comme ça, c'est peut-être intéressant pour les gens qui n'ont pas vu ton TED, comment concrètement, c'est un exemple de territoire, comment on peut réfléchir à quelque chose. Juste pour expliciter ce cas. Non, mais en fait, c'est pas un cas précis. Je réexplique. C'est les mêmes concepts dont je viens de parler là, sauf que c'est illustré, c'est avec une expérience de pensée, donc c'est un peu plus rigolo, quoi. Mais c'est pas. Enfin, il n'y a pas d'explication concrète. Enfin, le raisonnement, c'est le même, quoi. Je comprends juste. En fait, c'est un bon exemple, je pense, pour comprendre comment on peut utiliser ta pensée dans un exemple concret. Mais oui, mais je ne peux pas te faire le TED là. Certes. Bon, en tout cas, ce que je voulais juste dire, que c'était pour un transport, pour un moyen de transport entre une vallée. Ah oui. Juste, voilà, juste dire ça. Oui, d'accord. Tu veux que je passe. Donc c'était une expérience de pensée. En fait, c'était tout le TED. Vous pouvez le trouver sur internet, c'est marrant. C'est donc je dis voilà, et vous imaginez que vous êtes un élu sur un territoire de montagne, et en fait il y a un petit village qui est en haut de la vallée, qui est pas très accessible, enfin voilà, et il y a une grande ville en aval de la vallée où il y a toutes les commodités, donc hôpitaux, écoles, etc. Et en fait les habitants du petit village, ils sont pas contents parce qu'ils mettent trop de temps pour aller dans la grande ville, ça crée des problèmes quand il y a des malades ou pour les étudiants, etc. Et donc vous, en tant que décideur du territoire, vous avez l'option de faire une nouvelle route, et là vous avez 3 options. Soit une route avec un tunnel, voilà, qu'il faut trouer la montagne, et voilà. Soit il y a une route qui contourne comme ça par la vallée, soit il y a une route qui passe par le col. Donc je fais tout un dessin, il y a 3 cas. Et alors en fait, dans les faits, vous avez 4 cas. Vous avez ces 3 routes, et puis vous avez l'option, c'est de ne rien faire et laisser les citoyens qui sont en haut, voilà. Et la question que je pose, c'est qu'est-ce que vous choisiriez entre les 4 options? Et du coup, je déroule en fait dans le TED la manière, les éléments qu'il faut amener pour pouvoir prendre la décision. Et voilà, ce que j'avais en tout cas essayé de faire, c'était de mettre les gens qui écoutent dans la peau de la personne qui prend la décision. Voilà.
Et donc, j'ai développé une méthode, une procédure, et ça me permet, au cours de cette procédure, ça me permet en fait de placer un peu tous les concepts dont je viens de vous parler, socio-écosystème, valeurs, tipping point. Enfin, je crois que tipping point, je le dis pas parce que c'est en anglais, mais voilà, je place plein de concepts, et ça permet de développer une méthode pour essayer de trouver, de justifier en fait le choix la décision que vous allez prendre. Sachant qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise décision, hein, ça dépend de vous, de ce qui compte pour vous, quoi. Ça aurait pu être la 69, non? Pardon. J'ai une question. Si j'ai bien compris, le cœur de votre propos, c'est de dire que en fait, ce qu'il faut, c'est se mettre d'accord sur ce qu'on a envie de faire et des valeurs. Ouais. Et qu'il ne faut pas demander aux scientifiques de faire ça. De faire ça, c'est pas leur rôle. Ouais. La question, me semble-t-il, c'est que sur plein d'autres sujets, cette question-là, elle a par exemple été proposée à un organisme qui s'appelle les Nations Unies de s'occuper de ça, sur d'autres sujets, hein, mais bon bref, des systèmes de gouvernance mondiale où on demande à des organisations supranationales d'essayer de traiter la question pour que les gens se mettent d'accord. On voit qu'il y a des dérives absolument gigantesques des Nations Unies par rapport au sujet qu'on connaît tous. Bon. Et deux, moi j'ai envie de dire qu'il y a tic-tac, tic-tac, tic-tac. Comment on fait avec cette question du temps qui avance à une vitesse vertigineuse sur la question des limites planétaires? Et s'il faut qu'on attende 20 ans pour avoir trouvé le système de gouvernance mondiale où tout le monde sera d'accord sur des valeurs, alors même que probablement on n'y arrivera pas. Par définition, les gens ne sont pas d'accord sur ce qu'ils ont envie de faire. Bon. Bref, voilà. Pour moi, il y a une vraie question autour de ça, c'est comment on arrive justement... peut-être que la réponse, elle est dans ce qu'on évoquait juste avant, c'est-à-dire que peut-être que tout doit beaucoup de choses doivent se jouer au niveau territorial. Voilà. Et non pas de rêver au truc génial où tout le monde sera d'accord à un niveau supranational. Sauf que y a quand même certaines grandes questions où ça ne se décide pas au niveau des territoires, évidemment. Voilà. Donc ça, c'est une question que voilà, ça c'est ma première réaction. Et la deuxième réaction, c'est est-ce que, alors, je ne sais pas comment le formuler, moi mon seul espoir, c'est assez terrible à dire, hein, mais c'est de... Alors, soit on dit mettre plus d'autoritarisme et de directives dans un certain nombre de sujets. Voilà, on voit bien que les dictatures, ça fonctionne. Je ne veux pas de dictature ici, mais voilà, c'est plus... Voilà, et à un moment donné, il faut probablement être plus directif. Alors, pour le dire de façon plus soft, évidemment, aujourd'hui, les gros enjeux, c'est au niveau des entreprises. Hein. Il y a 20 entreprises en France qui font le bazar. Bon. Est-ce que ce n'est pas quand même une grande partie de la solution d'agir sur le réglementaire en complément de tout ce que vous évoquez, où il faut absolument embarquer la société civile, mais à un moment donné, voilà, je m'arrête là. Oui, alors il y a plusieurs éléments de réponse. Le problème, c'est que c'est pas fait, en fait, ce réglementaire. Oui. Parce que c'est pas fait, parce qu'en fait, ces entreprises, alors ça marcherait, enfin, de fait, mais ce n'est pas fait parce qu'en fait, précisément, les gens qui décident de ces règlements, ils sont influencés par des systèmes de lobby qui sont tenus par ces entreprises. Et donc la seule... et pareil, le fait d'agir rapidement, oui, enfin, s'il y a quelque chose, mais ça fait 40 ans qu'on essaye d'agir et il ne se passe rien, quoi. Du coup, moi, mon sentiment, c'est que le changement, il peut venir que de la société civile, quoi, en fait. Parce que... c'est pas parce que je crois pas, enfin, bien sûr que si on met une norme et que la norme, elle est respectée, qu'elle est énoncée et qu'elle est mise en place et qu'on a les moyens de la faire respecter, parce qu'en fait, il y a quand même ça, alors effectivement, ça va bien marcher. Encore, il faudrait qu'on soit d'accord sur l'objectif de cette norme. Mais bon, voilà. Le problème, c'est qu'en fait, ça n'a pas lieu. Ça fait 40 ans qu'on essaye et que ça n'a pas lieu. Et tout est détricoté constamment. Et donc, c'est pour ça que je pense que... le seul changement, il peut venir de la part de la société civile, quoi. De mon point de vue, quoi. Mais...
très rassurant. Nous autres qui bossons dans la société civile, la pression n'est pas du tout grande. Peut-être on peut voir comment Est-ce qu'on a déjà réfléchi à ces questions il y a 5000 ans ou comment Ce que je vous propose déjà, c'est de vous distribuer les textes. On a une autre problématique dans les textes de la Torah, c'est que en fait, il n'y a pas besoin de s'organiser en groupe. Ils sont déjà organisés en groupe contre le pouvoir. Et c'est notamment de ça dont on va parler ce soir. Déjà, je voudrais te remercier, Floriane, pour ton intervention. Et donc, dans les textes qu'on va voir ce soir, on va reparler de ces deux... Il y a une seule page. On va reparler de ces deux concepts clés qui sont le point de bascule et la prise de décision. Je vais vous laisser une minute. Donc ce dont on va parler ce soir dans les textes de la Torah, c'est la question d'un tipping point potentiel qu'il y aurait dans l'histoire des Hébreux. Et en second temps, on parlera d'une crise de valeur, une grosse crise pour les Bnei Israël. Et donc je vais vous laisser découvrir les textes, je vais vous en dire quelques mots déjà. Tous ces textes, ils se trouvent dans le deuxième livre de la Torah, qui, comme vous le savez peut-être, s'appelle le livre Shemot en hébreu. Et en français, ça a été traduit par l'Exode. C'est donc deux mots qui ne veulent pas du tout dire la même chose. Shemot, ça veut dire les noms. Et en français, on a traduit ça par l'Exode. Et là, on est face à deux cultures qui disent pas du tout la même chose. La culture grecque qui va traduire le texte va en fait prendre la globalité de ce qui se passe et lui donner un titre, en l'occurrence l'Exode. Et l'hébreu va se baser sur les premiers mots qui sont dits. Et en l'occurrence, les premiers mots qui sont dits dans ce deuxième livre, c'est « Voici les noms de ceux qui descendirent en Égypte ». Et vous ferez attention au fait qu'on nous dit « voici les noms » et non pas « voici les personnes », « voici les hommes » ou « voici les générations », mais c'est bien le mot « les noms » qui est donné par la Torah. Alors le premier texte que vous allez trouver, c'est le tout début de Shemot. Et dans ce tout début, je vais vous faire un petit rappel du contexte. Les Hébreux se sont retrouvés en Égypte parce qu'il y avait une famine dans le pays où ils habitaient, qui s'appelle Canaan. Et donc ils sont allés en Égypte pour récupérer des ressources et puis il se trouve qu'ils sont restés en Égypte et qu'ils s'y sont établis. Donc pour un peuple nomade, s'établir quelque part, c'est un peu paradoxal. Toujours est-il qu'ils vont s'établir en Égypte et c'est un peuple qui va grandir, qui va se multiplier et qui va constituer une entité à part au milieu des Égyptiens, une entité qui n'a pas la même culture, qui n'a pas la même manière de vivre, qui n'a pas le même culte, puisque c'est un peuple qui est monothéiste, au milieu de cette Égypte qui est complètement polythéiste. Et dans ce premier, et donc ils vont s'établir là-bas, et puis un pharaon meurt, et le nouveau pharaon a oublié que c'est grâce à un Hébreu, en l'occurrence Joseph, que l'Égypte a continué à vivre et à prospérer. Parce que Joseph avait compris le rêve d'un pharaon et l'avait aidé à mettre en place une manière de stocker des ressources et pérenniser la vie en Égypte. Et donc ce nouveau pharaon a oublié que l'histoire de Joseph, il a oublié que c'était un Hébreu qui les avait aidés. Tout ce qu'il voit, c'est qu'il y a un peuple qui sont très nombreux et qui sont inquiétants parce que si jamais il y a une guerre, on les soupçonne de s'allier avec l'ennemi. Et donc ce peuple-là, il est dangereux et il va être réduit en esclavage. Ça, c'est l'histoire que vous connaissez, qu'on raconte tous les ans à Pessah, au moment de la Haggadah. Donc ce peuple va vivre en esclavage pendant 400 ans. Et dans le texte que vous allez découvrir, il se réveille. Ce peuple se réveille et je vous laisserai réfléchir à pourquoi, comment, etc. Il se passe quelque chose change dans leur tête et ils ne se vivent plus seulement en esclaves. Il y a quelque chose qui est possible, il y a un autre monde, un autre horizon, l'autre côté de la force qui est possible et donc ils se réveillent. Ça, c'est le premier texte qui va nous permettre de réfléchir
à cette question des tipping points. Le deuxième texte que vous avez, c'est l'épisode du veau d'or, que vous connaissez très probablement. Et je vous laisserai lire le détail de ce texte, où en fait on se rend compte que ce peuple est en train de s'organiser pour créer un dieu. Et je vous laisserai réfléchir à pourquoi est-ce qu'ils se retrouvent dans cette situation. Il faut se rappeler que les Hébreux, à ce moment-là, ils ont eu peur de traverser la mer, et ils l'ont dit. Ils ont eu peur de mourir de faim, de mourir de soif. Ils ont eu peur d'affronter le peuple d'Amalek, et à chaque fois, tout s'est bien passé, entre guillemets. Ils ont trouvé des ressources en eux, et aussi sûrement grâce à l'Éternel, pour aller au-delà des difficultés, pour surmonter ces difficultés. Mais là, il y a un état d'esprit à l'intérieur du peuple qui fait qu'il n'arrive pas à trouver ses ressources. Et je vous laisserai réfléchir aussi à la manière dont le leader en place à ce moment-là se comporte. Qu'est-ce qu'il va proposer au peuple? Comment est-ce qu'il va parler avec le peuple? Comment est-ce qu'il va réagir à la demande du peuple? Et pour vous permettre de réfléchir à ça, pourquoi est-ce que Aaron se retrouve en charge du peuple? Vous avez donc le troisième texte qui est au dos, et c'est le moment où Moïse va partir, puisqu'il est appelé par Dieu, il va monter sur le mont Sinaï pour récupérer les tables de la loi. Et pendant son absence, il va dire à Aaron, aux anciens, de prendre en charge le peuple. Et je vous laisserai réfléchir à la manière dont il l'a fait. Et est-ce que c'était la manière idéale de le faire? C'est à peu près tout. Je pense que c'est déjà pas mal comme questionnement. La manière dont on fait généralement cette réflexion à la manne, c'est qu'on se met en chavruta. Une chavruta, pour celles et ceux qui ne sont pas familiers de l'exercice, ça vient de la racine chaver en hébreu, qui veut dire un ami ou un compagnon. Et donc vous allez vous trouver un ou des compagnons d'études avec qui vous allez lire ce texte et confronter vos idées pour faire naître de nouvelles idées et des réflexions sur ces notions-là. Donc allez-y, n'ayez pas peur. Alors, merci à tous et à toutes de vous être prêtés au jeu de l'étude. J'espère que c'est un moment qui vous a plu, qui vous a permis de faire émerger de nouvelles idées. Je crois que vous avez beaucoup réfléchi et que vous avez eu plein d'idées. En tout cas, je suis passée dans certains groupes et vous vous posiez énormément de questions. Donc, on serait ravis, avec Adam et Lauriane, d'entendre vos premiers retours sur le texte. Ce que ça vous a inspiré comme réflexion en lien avec la question des tipping points et la question du changement, la question des choix et du leadership. Donc, les groupes qui ont envie de partager leurs réflexions, n'hésitez pas. Je sais que vous avez dit des choses passionnantes. Vraiment, je suis venue vous voir. Donc, si vous voulez, on peut commencer étape par étape et on peut prendre le premier texte. Le premier texte dans lequel on peut estimer qu'il y a un changement pour le peuple et qu'il y a un espèce de tipping point dans leur état d'esprit. Qu'est-ce que vous avez à nous dire là-dessus? Sinon, je vous interroge. Bon. Je pense qu'il y a quand même un tipping point dans ces versets. Il me semble qu'on n'entend pas beaucoup parler d'Elohim dans les deux premiers chapitres de Shemot. Et là, tout à coup, il y a Elohim 4 fois au verset 24, 4 et 25. Et là, on se dit, il a entendu, il a vu, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qui va se passer? Et on voit par la suite au chapitre 3 qu'il y a quand même une nouvelle étape. Exactement. Exactement. C'est une très très bonne remarque que vous faites. En effet, ce qui se passe avant, c'est que on nous raconte ce que je vous disais, tous les gens qui sont venus en Égypte, leurs noms, les générations qui s'enchaînent, etc. C'est que la vie des humains. Et d'un coup, il y a cette lueur d'espoir, ce renouveau qui se déroule dans le cœur des Hébreux et qui soudainement se rendent compte que
une autre vie est possible, que autre chose peut exister. Et en l'occurrence, ce qui est très intéressant, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, est-ce que vous avez des choses à nous dire sur le fait que le pharaon meurt? Est-ce que vous aviez remarqué que le changement se passe juste après que pharaon meurt? Yes, no. En fait, finalement, la situation, elle est objectivement assez identique. Ils sont dans le servage avant la mort du roi. Mais le fait que le vide se crée au niveau du leadership va permettre cette prise de conscience et cette conscience de la souffrance qu'ils avaient déjà. Oui, exactement. Il a été important de préciser dans ce moment-là du passage biblique que le roi meurt. Et donc ce qu'on peut comprendre de ce passage, c'est exactement ce que tu disais, c'est que soit il y a un vide de pouvoir, soit il y a un nouveau gouvernement qui pense les choses autrement. Ce qu'il faut savoir, c'est que juste avant, le pharaon qui a, pas forcément qui a précédé, mais en tout cas dans l'histoire biblique, celui dont on nous parle, c'est un pharaon qui a demandé qu'on jette tous les nouveau-nés au Nil. Ce qui est très bien fait dans le film Le Prince d'Égypte, si jamais le dessin animé Le Prince d'Égypte. On va demander à ce que tous les nouveau-nés soient jetés. On va demander aux accoucheuses de tuer les bébés quand ils naissent. Et ces accoucheuses, le rôle des femmes à ce moment-là va être très, très important parce qu'elles vont faire croire que les femmes hébreues sont tellement fortes qu'elles accouchent avant même que l'accoucheuse n'arrive. Que donc, elles ne peuvent pas s'occuper de ces nouveaux bébés, quoi. Et en effet, tout à coup, il y a la présence de Dieu qui revient, la présence de l'Éternel qui revient à l'esprit des Hébreux. Il y a un renouveau et ils vont appeler à l'aide, en fait. Ce qui se passe, c'est qu'ils vont parler à Dieu. Et c'est probablement quelque chose qui ne s'était pas produit depuis longtemps, puisque dans les chapitres qui précèdent, il n'y a pas de présence de Dieu. Et donc, à ce moment-là, il y a un renouveau qui peut exister et on passe, ce que tu parlais tout à l'heure, Lauriane, d'un système A à un système B, et ben c'est ce qui se passe. Il faut vous rendre compte qu'à ce moment-là, c'est vraiment assez inédit pour un peuple qui est en esclavage, qui, leur quotidien, c'est d'aller travailler, d'aller construire des villes d'approvisionnement. C'est des gens qui sont asservis, qui ont réellement une douleur au quotidien. Et ce qui est d'ailleurs très intéressant, et on y reviendra un peu plus tard, c'est qu'on nous dit dans ce texte que plus on les opprimait, plus ils multipliaient et ils débordaient. On y reviendra un peu plus tard, mais c'est un autre passage de Shemot. Je vous propose de passer au deuxième texte. Et là, pareil, je sais qu'il y a eu beaucoup de discussions. Alors, je vous en prie, allez-y. Et si vous avez des questions aussi sur ce texte, n'hésitez pas. Comme je vous le disais tout à l'heure, ce deuxième texte que j'ai choisi de vous proposer d'étudier, c'est le moment du veau d'or. J'imagine que tout le monde, au moins de nom, connaît cet épisode du veau d'or. Cet épisode terrible où les Hébreux vont se construire un dieu de substitution et donc ils vont commettre de l'idolâtrie. Et j'avais mis en gras certains mots dans le texte en hébreu. Est-ce que vous y avez fait attention? Ah, c'est en hébreu, pardon. Alors, je peux vous dire lesquels c'est en français. C'est Elohim. Et c'est... Yelrou, exactement. Qui est... c'est aïe, qu'ils aillent. Elohim qui aille. Alors vous savez probablement que Elohim c'est un des noms de Dieu et il a la particularité, ce nom de Dieu, d'avoir comme suffixe, comme fin de mot, la marque d'un pluriel. Ce qui est assez étrange parce que les Hébreux sont censés être monothéistes. Dieu est censé être un et les Hébreux sont censés être monothéistes, exactement. Et là ce qu'ils vont demander à Aaron,
c'est pas de leur faire le tétragramme, ou de leur faire El Shaddai, ou de leur faire El Adon, ou de leur faire un des autres noms de Dieu. Ce qu'il va leur demander, c'est de faire Elohim. Donc avec cette marque du pluriel, qui pourtant est un Dieu unique. Quelque chose qu'on répète assez souvent dans la prière. Et donc ça, c'était quelque chose que je voulais vraiment vous mettre en exergue, parce que le verbe qui est utilisé juste après, Asher Yelchu, il porte la marque de ce pluriel. Et c'est très étrange, à ce moment-là dans le texte, que le verbe qui est employé soit au pluriel, puisque ce qu'ils veulent, vraisemblablement, c'est un Dieu qui soit en face d'eux. Et donc là, en l'occurrence, tout le peuple demande quelque chose d'assez étrange. Ce que j'ai remarqué dans les commentaires des rabbinim, et notamment de Rashi et de Rambam, qui sont quand même des gens très sérieux sur qui on peut s'appuyer, c'est qu'en fait, tous les commentateurs refusent, en tout cas à l'époque médiévale, à l'époque assez loin de nous, tous refusent d'admettre qu'à ce moment-là, c'est de l'idolâtrie. Par exemple, je vous cite Rashi, qui va dire que quand on nous dit ce Moshe, et c'est précisé ce Moshe et non pas juste Moshe, ce Moshe-là dont tu nous parles, et donc Rashi dit ce Moshe implique que le Satan a montré aux Hébreux quelque chose qui ressemblait à Moshe et qui était dans son cercueil au milieu du ciel. Donc en fait, que le Satan aurait fait croire aux Hébreux que Moïse était mort. Il va dire un autre commentaire, Rashi, et c'est ce dont je vous parlais. En fait, ce qu'ils veulent, c'est pas seulement un Dieu, mais c'est plusieurs dieux, puisqu'ils choisissent le nom d'Elohim et qu'ils choisissent de dire le verbe au pluriel. Et ça, c'est quelque chose qui reprend déjà du Talmud. Donc pareil, à une époque précédente. S'ils veulent plusieurs dieux, c'est que d'une certaine manière, ils ne sont pas encore au clair avec l'idée d'un monothéisme. Première chose. Il y a aussi Rambam qui dit sur ce verset, alors il faut que je vous le traduise en français en même temps, qui dit ce que j'ai déjà dit auparavant, c'est qu'ils ne veulent pas d'un veau d'or pour être placé devant eux comme Dieu, mais ce qu'ils veulent, c'est quelqu'un qui remplace Moïse. En fait, Rambam semble dire à ce moment-là que ce n'est pas Dieu qui veut le remplacer, c'est Moïse. Pourtant, si on se fie au texte, c'est bien de Dieu dont il est question. Et je vous en parle parce que des commentateurs plus proches de nous, au XVIIIe siècle notamment, ne sont pas du tout du même avis. Et ils reconnaissent complètement qu'à ce moment-là, ce que les Hébreux sont en train de faire, c'est de l'idolâtrie. Et qu'il y a une crise qui est en train de se dérouler au milieu de ces Hébreux qui se retrouvent tout seuls dans le désert, sans leur guide. Et en fait, ces Hébreux, il ne faut pas oublier que ce n'est pas un peuple et une unité constitués, comme on semble le dire. Eux aussi, ils sont appelés par plusieurs noms différents dans la Torah. Ils sont appelés par Eda, par Keila, par le Ham, comme c'est ce qu'on a ici. Ce n'est pas un groupe homogène, c'est un groupe qui est constitué d'Égyptiens qui, pour une raison qu'on ignore, ont décidé de suivre les Hébreux quand ils ont fui l'Égypte. C'est des gens qui, au fur et à mesure de leur pérégrination, ont décidé, eux aussi, de devenir monothéistes. Donc c'est un composite de plein de gens qui ont plein de cultes initialement, qui vont décider de se réunir pour adorer ou pour suivre les préceptes d'un Dieu unique. Et donc tous ces gens qui viennent de plein d'univers et de plein de mondes différents, ils vont se rassembler. Donc forcément, il va y avoir des crises de conscience ou des crises de pensée au milieu de ce peuple. Le troisième texte que je vous ai mis, je vous l'ai mis parce que souvent, on se dit que, ou on raconte que Moïse a dit au peuple, je pars pour 40 jours et 40 nuits, je vais revenir, et on continuera notre vie, quoi. Sauf que Moïse n'a jamais dit ça au peuple. Moïse n'a jamais dit qu'il partait pour 40 jours et 40 nuits. C'est écrit dans le texte de la Torah, c'est vrai, mais c'est de la narration. Moïse a juste dit aux Hébreux, je m'en vais,
je vous mets entre les mains de mon frère Aaron. Et on parlait tout à l'heure de leadership. Là aussi, il y a un gros problème de leadership. C'est que Moïse et Aaron, c'est pas les mêmes personnes. Ils n'ont pas les mêmes rôles. C'est pas les mêmes personnes, c'est assez évident, mais ils n'ont pas les mêmes rôles. Ils représentent pas du tout la même chose pour le peuple. Est-ce que quelqu'un a une idée de pourquoi est-ce que ils auraient, enfin, quels sont leurs rôles? Ce que je vais vous raconter, c'est ce qu'on nous disait à l'Yiddish Schule. Je suis née à Buenos Aires, donc on allait les matins à l'école de l'État et à l'après-midi, on allait à l'Yiddish Schule, c'est-à-dire ce qu'on appellerait ici une école confessionnelle. Donc on nous a appris que quand ce bébé Moïse est arrivé à la cour du Pharaon, les sorciers ont dit au Pharaon, fais attention avec cet enfant parce qu'il va te faire du mal. Donc lui a dit, on va le faire passer un test. Et on met devant ce bébé des diamants et des charbons ardents. Selon ce qu'il touchera, ça sera bon ou mauvais pour les pharaons, et selon ce qu'il touchera, il sera tué ou non. Donc, on met le bébé, et qu'est-ce qu'il voit les bébés? Des choses qui scintillent. Et donc, il commence à envoyer la main vers les diamants, et je me souviens que nous tous, on était grands comme ça, on hurlait « Non, touche pas, touche pas !» Et donc, un ange lui prend la main du bébé, il le fait prendre les charbons ardents. Il se brûle la main, il se brûle la langue, il devient bègue, et donc il ne peut pas être un grand orateur devant tous les Hébreux, donc c'est Aaron qui parle à son nom. Exactement, merci beaucoup. Ce que vous venez de raconter, c'est un midrash, donc c'est une explication rabbinique de la raison pour laquelle Moshe aurait ce qui est appelé dans la Torah la langue lourde, qu'on a compris comme étant bègue. Tamara, si tu me permets, il y a quelque chose, je suis historienne, donc j'ai la double, comment est-ce que je peux dire, la double vision des textes, non? Avec les rabbinim, mais avec les historiens. Et ce qui est extraordinaire dans les veaux d'or, c'est qu'il y a seulement quelques lignes. C'est ça la beauté et la force de la Torah, c'est qu'en quelques lignes, ils ont mis toute l'énorme évolution de la pensée religieuse de toute cette énorme zone qui a duré au moins 15 siècles, qui va de l'idolâtrie à la monolatrie jusqu'à le monothéisme, c'est-à-dire tout le temps ils sont tous en train de penser combien de Dieu, et il y a un grand Dieu, il y a un petit Dieu, et on arrive. Et c'est extraordinaire comment nous avons toute l'histoire d'une bonne partie de l'humanité en seulement un verset. C'est extraordinaire. C'est d'une force inouïe. Moi, je trouve ça aussi vraiment passionnant de voir ce qu'on arrive à mettre à encapsuler dans quelques versets. La raison pour laquelle Aaron et Moshe sont différents, comme vous nous l'avez dit, Liliana, c'est parce que Moshe, c'est un leader du cœur. Moshe, il croit dans le projet de l'Éternel et il va guider le peuple vers cette terre promise et il va les pousser à continuer toujours à y croire et à s'en donner les moyens. Aaron, c'est son porte-parole et c'est un gestionnaire en fait. Aaron, c'est celui qui va s'occuper du service au temple. C'est celui qui va s'occuper quotidiennement de faire les sacrifices, etc. Il n'y a pas de place pour l'improvisation, pour la discussion. Aaron, c'est quelqu'un qui exécute. Et là, Moshe, il va lui confier une mission qui n'est pas la sienne, en fait.
Et c'est pas tellement que Aaron fait une erreur et qu'il est nul et qu'il est incompétent, c'est juste que ce n'est pas sa compétence première de pouvoir improviser et de pouvoir gérer quelque chose qui n'est pas prévu. Lui, son rôle, c'est de faire des sacrifices au temple. Et d'ailleurs, c'est ce pourquoi il va continuer à être choisi. Il ne va pas vraiment être puni de ça, tout simplement parce que ce n'était pas son rôle. Et d'ailleurs, on pourrait même croire que Dieu va remettre un petit peu la faute sur Moshe. Mais ça, c'est peut-être. Si vous regardez au verset 7, il va lui dire, ça c'est pareil en hébreu, on a la marque de ton peuple. C'est ton peuple qui est en train de se détruire. C'est le peuple que tu as fait monter d'Égypte. Dieu, là, n'est pas en train de dire le peuple, mais vraiment, il marque que c'est le peuple dont Moshe est responsable. C'est ton peuple et c'est toi qui en as la responsabilité. Et tu les as peut-être tout simplement pas mis dans les mains de la bonne personne. Et ce à quoi on peut réfléchir grâce à ce texte, c'est qu'il n'y a pas forcément de bons ou de mauvais leaders. Il y a juste des leaders qui ont des compétences spécifiques et qu'on ne peut pas demander à quelqu'un dont le rôle c'est d'exécuter, de gérer de l'imprévu, de gérer des humains, de gérer des émotions et des envies. Et à l'inverse, on ne demandera pas non plus à Moïse de gérer le service au temple. Par ailleurs, le veau d'or, c'est un symbole en termes, si on veut parler en termes écologiques, c'est un symbole du court-termisme. En fait, là, les Hébreux n'arrivent plus à se projeter sur du long terme. Ils n'arrivent plus à rêver à un monde meilleur qui adviendra un jour peut-être, de génération en génération, etc. À ce moment-là, ils ont besoin d'assouvir presque une pulsion, quelque chose qui se passe sur l'immédiat. Et c'est quelque chose dont le judaïsme a horreur, l'immédiat. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué qu'on essaye de mettre tout le temps de la, comment on appelle ça, de la gratification, le mot m'échappe, différée, merci beaucoup. Gratification différée. Par exemple, avant de manger, qu'est-ce qu'on fait? Des bénédictions. On va prendre quelques secondes pour dire « tout ne m'appartient pas ». Il y a des choses qui ne viennent pas que de moi. Et en fait, manger, c'est un truc de fou. Et donc, on va apporter une gratification, une reconnaissance de ce qu'on est en train de faire. Il y a aussi, par exemple, le signe de la circoncision. La circoncision, c'est accepter qu'on n'est pas tout puissant et qu'on ne peut pas tout posséder et tout avoir et que la puissance, elle vient peut-être d'ailleurs. Et en parlant de ça, Moshe, par exemple, il a fallu qu'il soit circoncis, c'est sa femme d'ailleurs qui l'a circoncis, avant de pouvoir aller parler au pharaon. Parce que la Torah a refusé que, avec ce semblant de toute puissance, il puisse aller parler à Pharaon. Il fallait qu'il représente quelque chose d'autre. Il fallait qu'il représente un autre modèle d'homme ou de masculin ou de leadership face à ce Pharaon. Il y a la fête de Shavuot, qui est un peu, puisqu'on est dans la période, le calendrier de l'Avent des Juifs, puisqu'on doit attendre 7 semaines, 7 fois 7 semaines, 7 jours de 7 semaines, l'inverse, 7 semaines de 7 jours, avant de pouvoir récupérer la Torah. C'est la fête de l'attente. Et en fait, toute notre pensée, elle est traversée par l'idée qu'on ne peut pas tout avoir tout de suite et qu'il faut attendre et qu'il faut construire. Et c'est notamment ce que met en exergue ce texte. Et je voulais vous parler d'autre chose. On parle de la crise que sont en train de traverser les Hébreux. Je suis allée voir dans d'autres traditions ou dans d'autres cultures comment est-ce que le mot crise se dit. Et en l'occurrence, en chinois par exemple, le mot crise se dit également opportunité. C'est exciting. C'est qu'en hébreu, le mot crise, il se dit mashber. Et ça veut dire aussi, attention, une chaise d'accouchement. Alors là, comme ça vous paraît complètement étrange. Mais en fait, dans la conscience juive, la douleur qui est ressentie par des femmes au moment des contractions, quand elles sont en couche, c'est que quelque chose de nouveau est en train de naître. Et il y a cette idée-là dans la tradition juive qu'une crise, c'est l'avènement d'une nouvelle ère. C'est l'avènement c'est des possibilités. Et c'est là que je vous disais tout à l'heure, plus on les opprimait, plus ils se multipliaient et plus ils grandissaient. Et il y a un autre moment de l'histoire juive
où les Hébreux vont être opprimés, où on va leur retirer le temple et où ils vont devoir inventer. Ils vont devoir faire autrement et ça s'appelle Hanouka. On y arrive bientôt, c'est pour ça que je vous en parle. Hanouka, c'est l'histoire d'une toute petite armée de Maccabis qui vont lutter contre l'oppression des Grecs, qui leur refusaient l'accès au temple. Et en fait, Hanouka, ce qu'il y a de passionnant, c'est qu'on peut voir cette fête de deux manières. On peut la voir comme une victoire militaire sur une force extérieure qui nous oppresse, ou on peut aussi la voir comme le miracle de cette fiole d'huile. Parce que ce qui va se passer, c'est que les Maccabis vont réussir à retourner dans le temple, ils vont vider le temple des idoles, ils vont faire le choix de retirer l'idolâtrie de leur temple pour pouvoir y réintroduire quelque chose de kadosh, de séparé, de distingué, de kasher entre guillemets. Et cette petite fiole d'huile, qui était censée durer une journée, ils vont pouvoir l'utiliser pendant 8 jours. Et c'est le symbole de ce miracle, de cette lumière qui va triompher en plein milieu de ces ténèbres. Et j'adore cette fête parce qu'elle met en parallèle la rationalité et l'émotionnel. Et je pense que la crise la crise écologique, et tu nous diras si tu es de mon avis, la crise écologique qu'on est en train de traverser, c'est exactement ça. On sait émotionnellement qu'il y a des choses, ou rationnellement peut-être plutôt, des choses qui sont en train de se passer, qu'il faudrait mettre en place des systèmes, qu'il faudrait mettre en place un espèce de tikkun olam, d'une réparation du monde. Et pourtant, on a du mal à y aller, on a du mal à accepter que, quelqu'un nous disait tout à l'heure qu'il faut arrêter de prendre des SUV, qu'il faut arrêter de prendre l'avion, qu'il faut arrêter de manger de la viande, et qu'il faut passer à un autre système, qu'il faut réfléchir le monde autrement. Et j'aimerais conclure ce moment d'étude, parce que j'ai pas pu m'empêcher d'y penser en préparant cette étude. Et je vous cache pas que c'est avec un peu de difficulté que je vous en parle. Je pense que le 7 octobre fait partie de ces crises qu'on est en train de traverser. Et ce qui est assez impressionnant, c'est que à ce moment-là, on aurait pu s'attendre à une division ou à quelque chose qui scinde complètement la société, et c'est l'inverse qui s'est produit. Tous les Israéliens se sont mis ensemble, se sont regroupés, quelle que soit leur croyance, quelle que soit leur appartenance politique, tous se sont mis ensemble avec une mission commune, un objectif commun qui était de gagner cette guerre. Et j'aimerais conclure avec les mots du rabbin Sachs, si je les retrouve. Qui se demande d'où vient la capacité des Juifs à transformer la faiblesse en force. Il parle notamment de Jacob qui... Pardon, je suis désolée, j'aimerais retrouver la citation exacte. En tout cas, en attendant, je peux dire que je suis complètement d'accord avec toi sur le fait qu'il y a effectivement un double enjeu émotionnel et rationnel sur la gestion de la crise. Alors là, on n'en a pas du tout parlé parce qu'on est resté sur les enjeux rationnels, même s'il y a des enjeux de plusieurs disciplines, économie, écologie, éthique, morale et tout, mais ça reste quand même sur la même sphère rationnelle. Et je suis parfaitement d'accord avec toi sur le fait qu'il y a un gros enjeu émotionnel, esthétique, enfin il y a plusieurs variantes. Hein. Voilà, donc moi-même je travaille effectivement à l'interface avec dont on a parlé tout à l'heure, avec donc, ce projet qu'on a eu sur la forêt amazonienne entre art et science. Donc vraiment je suis parfaitement convaincue du double enjeu, et c'est vraiment à la convergence de ces deux sphères qu'on peut arriver à embarquer le plus de monde. En tout cas. Voilà. Je t'ai trouvé. Merci beaucoup. Donc, la citation du rabbin Sachs, c'est que l'histoire juive n'est pas seulement le récit des catastrophes subies par les Juifs, infortunes qui auraient sonné le glas de peuples moins tenaces. Or, après chaque désastre, les Juifs redoublent de vitalité. Ils découvrent une sorte de réservoir de spiritualité caché jusqu'alors qui alimente de nouvelles formes d'expression collective et les révèle en tant que porteurs du message de Dieu au monde. Alors moi je voulais conclure avec quelque chose de bien plus pessimiste que ça sur le sultan Al-Jaber qui ce matin a fait, enfin le Guardian a révélé
une discussion entre le sultan Al-Jaber, du coup, qui préside la COP 28 en ce moment même et qui a expliqué à l'envoyé spécial pour les Nations Unies, ancienne première ministre de l'Irlande, qu'il n'y a pas de preuve que la réduction des énergies fossiles soit nécessaire pour maintenir la température de la planète sous 1,5 degré. Donc c'est quand même le président de la COP qui a dit ça ce matin. Mais du coup, je ne vais pas conclure là-dessus. Je vais te demander à toi de conclure en te posant la question en quoi cette discussion et ce que Tamara a dit, du coup, sur une multitude de sujets qui finalement se recoupent avec nos enjeux de changement de système politique ou de changement de leadership ou de court terme versus long terme, ou de crise égale opportunité, ou d'optimisation sous contrainte. Enfin, il y a plein de questions, ou de transformation de la faiblesse en force. Est-ce que toi, tu as envie de donner un mot plus positif que moi avec le sultan Al-Jaber? Non, mais là, j'ai donné ma conclusion déjà sur la partie, la convergence sur l'affect. Oui, non, je suis persuadée que l'enjeu, il n'est pas simplement rationnel. J'ai pas grand-chose de plus à dire que ce que je dis là, en attendant que tu trouves ta conclusion. Merci beaucoup, voilà. Donc. Merci beaucoup, Lauriane, d'avoir donné ces mots optimistes. Et puis, vous, les amis, la bonne nouvelle, c'est que ça continue. Le 21 janvier, on se retrouve. J'ai pas encore eu la confirmation finale de la personne que nous voulons faire intervenir le 21 janvier, même heure, même endroit. Mais du coup, je vais peut-être me permettre de vous donner un certain nombre de sujets, sans dire les noms, mais un certain nombre de sujets sur lesquels on essaye d'organiser des mannes dans les mois à venir. Donc, on va peut-être discuter de transport, d'industrie, du rôle de l'homme sur la terre, de ruralité, de sexualité, de déchets, d'immigration, de travail et bien évidemment de politique. Donc restez avec nous. Nous vous remercions pour votre fidélité et à très bientôt. Et puis la meilleure partie, c'est qu'on vous attend en bas avec un petit apéro dînatoire juste après. Merci beaucoup.